Entre deux bulles. Eh ben, bienvenue à toutes et à tous dans le dernier épisode de l'année du podcast Entre deux bulles. Je suis Mangakam et l'épisode d'aujourd'hui sera consacré aux lectures bienveillantes, celles qu'on a envie de feuilleter au coin de la cheminée, sur un fauteuil avec un petit plaid, tout en sirotant une petite boisson chaude. Bon, pardon, je m'égare un petit peu. Il s'agit donc du neuvième épisode. J'en profite pour vous remercier, vous, chers participants fidèles du Discord Cam House, mais aussi vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous écouter en replay sur Spotify. Merci également aux deux personnes qui sont à l'origine de ce projet, Pandatam et Nipseron. J'en profite pour annoncer aussi l'arrivée de Saki dans l'équipe des organisateurs, elle qui a toujours été hyper assidue depuis le premier épisode de ce podcast. Donc je vais vous présenter maintenant le programme de cet épisode qui, euh, qui va regorger de petites lectures qui vont vous plaire. Tout d'abord, une présentation de Hiruma à l'école des démons par Saki. Ensuite, on aura une présentation de Mon petit nid douillet par Crotaïs. Une présentation de The Warrior Princess and the Barbaric King par Fu Mastermind. Une dernière présentation qui s'appelle Les fleurs se maquillent aussi par Barm. La lecture imposée de cet épisode, c'est Souvenirs de la mer assoupie de Shinya Komatsu, qui est édité aux éditions IMHO. Et le débat du jour, ce sera un petit peu moins bienveillant peut-être. C'est la situation du Festival international de la BD en 2026, donc le festival pour le coup inexistant puisqu'il a été annulé. On en parlera tous ensemble à la fin de cet épisode. Pour juste une petite annonce aussi parce que l'épisode 10 sera un épisode spécial comme on fait tous les deux épisodes maintenant. Ce sera un épisode spécial consacré à la réédition de Gen aux pieds nus, aussi connu sous le nom de Gen d'Hiroshima. Et on aura l'honneur et le plaisir d'accueillir Charlotte Bréa, qui est la directrice générale et éditoriale des éditions Le Tripode. Donc l'enregistrement se fera le dimanche 11 janvier. Donc on compte sur vous pour être au rendez-vous en direct sur le Discord ou en replay sur Spotify. Voilà, je pense que j'ai assez bavardé pour cette petite intro. Je transmets maintenant le bâton de parole à Saki qui va nous présenter donc Hiruma à l'école des démons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Hiruma à l'école des démons, un manga de Nishi Osamu. Donc, il est édité chez Nobinobi dans leur collection Shonen. Donc, faut savoir que Hiruma, pour moi, c'est vraiment la lecture parfaite à faire devant la cheminée et avec un bon chocolat chaud. Surtout qu'il y a 31 tomes en cours en France et il y a 46 tomes en cours au Japon. Donc, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Donc, pour l'histoire, en fait, on suit l'histoire du jeune Hiruma, donc un garçon humain âgé de 14 ans, qui un jour est vendu par ses parents à un démon assez puissant dans le monde des démons. Et en fait, il va devoir se cacher et se faire passer pour un démon. C'est vraiment une lecture ultra bienveillante, c'est accessible dès le plus jeune âge. Et de toute façon, Nobinobi est une maison d'édition qui propose essentiellement des mangas accessibles pour des enfants ou des adolescents. On s'attache aux personnages, on a une ambiance vraiment bienveillante parce que même si Hiruma n'a pas de pouvoir, il va réussir très vite à s'intégrer. Il va se faire des tonnes d'amis et malgré le fait qu'il se retrouvera dans une classe considérée comme étant des anormaux, donc c'est un peu pas les cancres pas les cancres, mais plutôt les fauteurs de troubles, et ben il va tout faire pour que sa classe ait une meilleure image. Donc c'est vraiment très enfantin, on a tout le temps le sourire avec eux, on les soutient dans leur quête d'avoir une meilleure classe. Enfin, c'est vraiment la lecture à avoir cet été. Pour moi, ça a vraiment une ambiance Harry Potter, sans tout le côté maléfique, bien évidemment, de l'œuvre. Et c'est aussi une œuvre qui te permet d'accepter tes différences. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette œuvre et je la recommande. Mais par contre, il faut savoir que c'est très long. Mais on s'ennuie pas. Donc voilà, c'est à peu près tout. Merci Saki, ça a l'air hyper intéressant. Comme lecture, c'est vrai que je la vois souvent et ça donne envie. Alors, je vois, en même temps que c'est une lecture qui est, à 31 tomes chez nous et 46 au Japon et c'est toujours en cours actuellement. Est-ce que, ça arrive à se renouveler quand même? Est-ce que, c'est justifié que ce soit aussi long?
Alors ça se renouvelle, mais ça n'empêche que parfois ça peut être un petit peu répétitif. Après, on le sent pas trop parce que ça reste très bien rythmé et certains passages sont justement un peu mieux développés plus tard. C'est ça ce que j'aime beaucoup aussi. OK, très bien, franchement ça donne envie et du coup, Osamu Nishi est également le scénariste de Ichi the Witch qui va sortir chez nous, l'année prochaine et donc il est que scénariste, pour Ichi the Witch et il y a une dessinatrice, enfin elle est pardon, c'est une autrice. Elle est que scénariste et la dessinatrice, c'est, l'ancienne dessinatrice de Act Age qui avait été, malheureusement, arrêtée au bout de 2 tomes. Et après aussi, je tiens à rajouter que pour Iruma, c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il y a quand même un tome qui sort tous les 2 mois au Japon. Et est-ce que ça va continuer sur le même rythme avec, Ichi the Witch qui est quand même, la pépite du Jump et où Osamu Nishi est aussi, aussi, impliqué? Je sais pas. Mais je sais pas du tout parce que c'est vrai que malheureusement le Jump, si ça se vend pas assez, ils arrêtent et au contraire si ça se vend, ils continuent. Je pense que ça dépendra vraiment de la hype et des ventes. C'est dans le Shonen Jump toujours? Donc ça fait, des années que c'est dans le Shonen Jump? Et que c'est dans le top 20 du coup? OK. Non, non, c'est une question, c'est une question. Ah pour Iruma ou Ishi the Ouais. Witch? Ah non, OK, vous parlez d'Ichijo parce que Iruma, si ça sort tous les 2 mois, c'est dans un magazine comme le Jump, non? Alors attends, Iruma, je me rappelle plus parce que moi je parlais d'Ishi Shonen the Shonen Champion, je vois, OK. Shonen Champion pour, Parce que tous les non, 2 tu mois, ça se fait quand même de moins en moins. ouais, quand même un tome tous les 2 mois, c'est un sacré rythme, hein. Parce que c'est vrai que, du coup, ça date de 2017 et on est en 2025, donc en 8 ans, il y a quand même 46 tomes qui sont sortis, donc ouais, ça fait un beau rythme. Bah, surtout ça, ouais, ça se fait de moins en moins aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est clair. Et À part pour les gros mangas, au final, les ouais, One Piece et cetera, mais c'est vrai que c'est un sacré rythme. Merci en tout cas, Saki pour cette présentation. Franchement, ça donne envie et ça sent, ça flaire bien la lecture, bienveillante de Noël, donc on est parfaitement dans le thème. Je vais, maintenant laisser la parole à Crotace, qui va nous présenter Mon petit nid douillet, qui porte, je pense bien son nom et qui doit être bien dans le thème aussi. Bonjour, et oui, ça porte très très bien son nom parce que c'est Mon petit nid douillet, c'est une sorte de d'ouvrage hybride entre manga et artbook. C'est chez Delcourt Tonkam, c'est de Chiaki Ida. C'est la première œuvre qu'on a chez nous, donc j'avoue pour moi c'est une très belle découverte. J'ai hâte de voir ses prochaines œuvres quand elles seront éditées. Sachant que en fait au début je l'ai pris parce que j'avais d'abord on avait eu en France, Rooms et Soleil, qui est un peu dans la même, veine, où c'est un mélange entre, manga et artbook, où, en fait, on va avoir plein de petites, histoires courtes qui se passent dans des appartements et ça va être, comment les personnes qui habitent les appartements, comment dire, ont empreint leur identité entre les murs, qui à la base sont des murs vierges. Et en fait, ça montre à quel point, même un appartement qui fait la même surface, qui est exactement agencé pareil au niveau des murs, d'une personne à l'autre, ça va être totalement différent. Et c'est ça qui est très bien dans Mon petit nid douillet, c'est qu'on va suivre 5 femmes et on va voir effectivement chacune vont avoir une ambiance différente. Une qui va être très axée au niveau de sa cuisine, par exemple, où on va voir qu'en fait, elle a une relation particulière avec la nourriture. Elle adore manger, elle adore cuisiner, et du coup, bah, elle a plus de place dans sa cuisine que, par exemple, une autre qui est principalement euh, dehors pour manger, mais qui, par contre, adore tout ce qui va être film. Donc, du coup, elle va plus avoir, par exemple, un coin film avec un canapé très confortable, un projecteur, tout ça. Ces cinq femmes-là qu'on suit, elles vont être, plus ou moins reliées par un fil rouge parce qu'elles vont être voisines, elles vont se croiser. Il y en a 2 qui vont être sœurs. La dernière histoire qu'on suit, une femme qui emménage tout juste dans l'appartement et en fait, elle rêve de plein de choses à avoir dans son appartement. Elle est en mode: «Ah oui, je veux absolument, ça, ça, ça et ça». Mais en fait, elle va se rendre compte qu'elle peut pas tout avoir d'un coup et du coup, ça va être ça, en fait, aussi, qui est sympa, c'est que, bah, elle se dit: «Bah, en fait, je vais juste laisser, voir ce qui arrive, sous mes yeux, sous ma main et prendre au fur et à mesure les choses qui me plaisent pour pouvoir, remplir mon appartement avec des choses
à moi. Après, oui, je vois 15 € pour 130 pages, mais c'est tout en couleur. Le papier, il est épais. La jaquette, c'est comme si tu avais une feuille canson en jaquette colorée. C'est vraiment une très bonne couverture. Elle est épaisse et tout. Même on sent le grain du papier en fait de la jaquette. Le papier n'est pas transparent. Ça, c'est important à le dire aussi, surtout quand c'est de la couleur. Les couleurs ressortent très très bien. Franchement, pour un truc tout en couleur comme ça, c'est pour ça que je dis que c'est un format hybride entre manga et artbook. Oui, il fait 14,95 €, mais c'est de la même qualité qu'un artbook, en fait. C'est comme, ouais, c'est un grand format. Et franchement, le prix, ça les vaut. J'ai aucun regret à avoir payé ce prix-là. Je le garde, c'est une petite pépite. Pareil, j'ai beaucoup apprécié la fabrique et la mise en page qu'il y a dedans, même au niveau du choix de la police d'écriture, où en fait, ça fait comme si c'était une police d'écriture un peu en mode écrit à la main avec un crayon, où c'est pas une police lisse, c'est un peu comme s'il y avait un grain à l'écriture. C'est très tranquille, les 5 petites histoires se lisent toutes seules, il y a plein de petits détails très sympas, même à la relecture, que moi j'ai pas vu tout de suite, et quand je l'ai relu là pour le club de lecture, j'ai refeuilleté et tout, et j'ai vu plein de petits détails que j'avais pas vu avant dans les appartements des femmes, et avec un petit chocolat chaud, ça passe nickel. Parfait dans le thème d'aujourd'hui et même quand on voit la couverture, quand on voit un petit peu, qu'on va chercher un petit peu les dessins, c'est clair que, on sent tout de suite cette ambiance, hyper bienveillante, et c'est vrai que le prix peut paraître, élevé pour 130 pages, mais quand c'est tout en couleur, quand il y a une Mm, fabrication différente, quand, au final ça ressemble plus à un artbook qu'un manga, classique, ça peut se justifier aussi, mm. pour ce genre d'ouvrage, ouais. Ah oui, franchement, au début, j'ai vu le prix, j'ai fait, mais en fait, ça pique. Je l'ai feuilleté, j'ai fait, non, en fait, ça pique pas, ça les vaut. C'est ça Voilà. le principal, c'est ça le Mm. principal Ouais, ça a de vraiment l'air en très requête. beau, hein. Là, je regarde Ah des oui, planches sur internet, ça donne vraiment envie en vrai. c'est ça. Ah, franchement, c'est comme je dis, j'ai fait une première lecture, on va dire, où j'ai lu l'histoire, et j'ai fait, on va dire, une deuxième passe où j'ai regardé les détails des appartements. Parce que les appartements sont vraiment très complets et c'est vraiment plein de petits détails et qu'en fait, qui correspondent aux personnages des appartements. Donc ça peut C'est très, très d'autant cool. plus justifier le prix, s'il y a un potentiel de relecture en plus pour, en plus pouvoir observer les petits détails, Mm. c'est top. Bah, il y a vraiment des grandes doubles pages et tout qui sont vraiment très, très belles. Bon, je pense que tu Voilà. as donné envie à pas mal de monde avec ce Tant titre, mieux, il est vraiment bien. ouais. En vrai, c'est magnifique et C'est les un one couleurs shot? aussi, Désolé, j'ai pas suivi. Oui, c'est un one shot. Ouais, c'est un one shot, les OK. les couleurs, ouais, ça fait vraiment, quand on regarde un peu les pages, Canson, ouais, effectivement, ça fait un peu aquarelle. Mm. Et c'est marrant comme ils arrivent toujours dans ce genre de bouquin, à faire, d'une maison japonaise ou un appartement japonais un lit, douillet alors qu'en vrai, par rapport à, l'Occident en termes, de maison, on est quand même un peu plus, je veux dire, lit douillet que chez eux, quoi. C'est assez marrant comme ils réussissent à donner envie par rapport à ça. Mais c'est impressionnant, hein, parce qu'en plus, à chaque fin d'histoire courte, on a le plan de l'appartement et comment chaque personnage l'a agencé. Ouais, j'ai feuilleté les 2 premiers là, de ce qu'a partagé, Panda et effectivement, ouais, ouais, c'est vrai, à chaque fois on les voit dormir machin et j'adore la pièce. Et c'est marrant parce que ça Mm. fait un bon lien avec, Souvenir de la mer assoupie parce que dans les décors, tout ça, c'est un peu, et ça aussi il y a aussi beaucoup de détails, quoi, c'est sympa. Ben merci beaucoup pour cette présentation, Crotace. C'est bien d'avoir des petites idées, de one shot. En plus, là, on est équilibré puisqu'on a Iruma qui était une série plutôt assez longue, et un one shot, donc il y en a pour tous les goûts. Je propose de laisser la parole à Foo Mastermind qui va nous présenter The Warrior Princess and the Barbaric King. Ah bah oui, OK, c'est à moi. Je pensais qu'il y avait encore une personne. Alors effectivement, moi je vais vous présenter, The Warrior Princess and the Barbarian King, de Noriaki, Kotoba, qui est un auteur, de base de doujin, un peu beaucoup érotique et donc mangaka de ce shonen, depuis 2021. Il y a 8 tomes qui sont parus à ce jour en France, donc le 8e tome là ce mois-ci ou le mois dernier, contre seulement 10 au Japon. Bon, il continue de les sortir, c'est très lent parce qu'il fait des illustrations et cetera sur Pixiv, je crois, mais il continue à les sortir, au fur et à mesure. Donc, je vais vous faire le résumé de Crunchyroll et Nautiljon, ils ont le même résumé. Séraphina de Ravillante, la plus valeureuse des chevalières d'Occident, première épée du royaume, d'Ildorien.
commandante chargée d'envahir les fertiles régions barbares de l'Est, est malheureusement vaincue et faite prisonnière par Véor, le chef ennemi. Enchaînée dans une froide geôle, elle se prépare à endurer les pires tortures et humiliations, mais à sa grande stupeur, le chef des barbares ne veut en rien d'autre que la prendre pour épouse. Une cohabitation inattendue dans un univers hostile de fantasy débute alors. Alors effectivement, si ce manga commence d'une manière peu joyeuse, défaite de l'héroïne, enchaînée, forcée d'épouser un homme, la suite de l'œuvre prend un tournant auquel on n'aurait jamais pensé, c'est-à-dire le thème de ce club de lecture, la bienveillance. Aussi, si les rôles étaient inversés, si l'auteur de Doujin, réputé érotique, faisait un manga où l'érotisme est secondaire, et si, durant son œuvre, les antagonistes n'étaient pas ceux que l'on croit. Car notre héroïne va découvrir la richesse d'un monde qu'elle croyait barbare, mais qui en réalité est bien plus civilisé que son propre peuple. Chacune des tribus issues de la fantaisie, donc ça va être des elfes, des nains, et cetera, coexistent dans le respect de chacun et de la nature. La nourriture, contrairement au pays d'où vient notre héroïne, y est riche et abondante. L'honneur et le respect prennent une place également importante. Le manga prend son temps pour raconter chaque pan de cette vie. Il est ponctué de situations pourtant parfois un peu dures, donc de la mort, cruauté, intolérance, un peu de ecchi, du combat. Mais il parvient à en faire, des parties presque anecdotiques ou du moins c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc si le titre peut paraître de prime abord, être l'antithèse de la bienveillance, de par son titre et son thème, bah, c'est pas vraiment le cas. Je pense que Pika, comme à son habitude, n'en a pas fait une bonne pub, car, il en a fait une pub inexacte, vendant le concept de, «Je gagne, tu m'épouses de force» et puis on le voit aussi à l'image du premier tome. Alors que c'est pas du tout le cas, en fait. C'est-à-dire que c'est un récit qui va prendre son temps, qui est très lent. Il y a très peu de combats, il y a, un peu de nudité quand ils vont se baigner, machin, mais bon, c'est pas vraiment, le sujet. C'est très peu vendu, par chez nous notamment. Donc s voilà, je vous conseille de pas être influencé par le titre, mais de simplement vous lancer parce que moi, je l'ai trouvé pas parfait du tout, hein. Des fois, je m'ennuyais quand j'ai lu la lecture parce que j'ai lu les 7 premiers tomes d'un coup. J'avais lu le premier tome, puis après j'en ai lu 7 d'un coup. Parce qu'en fait, le manga, ouais, comme je le disais, il prend vraiment, son temps. C'est un titre qui est axé sur l'acceptation des autres et la vie simple sur, la découverte. C'est-à-dire que cette guerrière qui, en fait, au départ est prisonnière et on se dit: «Bah, en fait, il la force à se marier». Bah, en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, elle va se détendre et elle va se rendre compte qu'il la force en rien, que, au final, bah, cette tribu de barbares, bah, c'est des gens qui vivent en lien avec la nature et le manga est parfois drôle, parfois touchant. Les dessins sont parfois bons, très bons, efficaces et puis des fois, assez moyens. Par exemple, sur les yeux des personnages qui sont assez grands. Hem, Faut pas s'attendre à un manga où en fait on va lire, une avancée de fou. Et avec de l'action partout. Parce que c'est un peu ce qu'ils vendaient ou surtout le titre, voilà, Princess and Barbarian King. Mais non, ça prend son temps, sous forme un peu épisodique. Un jour, ils vont aller voir les nains pour voir, comment ils fabriquent les choses. Un jour, ils vont aller, chasser du dragon, pour en manger la viande et cetera. Donc, voilà, moi je trouve que c'est un manga qui a l'air, assez violent et cetera, mais en fait qui, pour moi son thème principal, c'est vraiment la bienveillance et l'acceptation des autres. Donc c'est vraiment un sous couvert de fantaisie, donc c'est vraiment un manga que j'aime bien, qui je lis, de temps en temps, qui va pas être, disons le manga qu'on lit et qu'on se dit: «Bah, c'est la meilleure œuvre que j'ai jamais lue», mais à lire au coin du feu, c'est vraiment sympa. Voilà, je vais pas en dire plus, c'était difficile de pas spoiler parce que, bah, comme je disais, c'est même si c'est assez lent, bah, il se passe quand même certaines choses. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre sympathique, et je voulais en parler parce que justement, effectivement et d'ailleurs Saki quand j'avais dit que je présenterais ce manga, me disait: «Mais tu es sûr que tu veux présenter celui-là?» Bah, justement, je trouve qu'on dirait pas comme ça, mais il va parfaitement dans le thème de la bienveillance. Voilà. Merci Fuma, ça sort un petit peu de l'ordinaire en effet et c'est bien d'aller, un petit peu à on va dire à contre-courant du thème, même si ça rentre, totalement dans le thème, j'ai l'impression de ce que tu en décris et même, ça a l'air d'être très axé, comédie, fantasy et cetera et beaucoup moins violence que ce que ça en a l'air, comme tu le dis. J'avais une question, parce que je vois que l'année, de la sortie en France, c'était 2024 si, les informations sont exactes et il y a déjà 8 tomes. Donc pour un manga qui fonctionne pas trop, c'est quand même un bon rythme de sortie, je trouve. C'est-à-dire qu'en
en 2 ans, on a quand même 8 tomes qui sont sortis. Est-ce que ça, je sais pas comment ça s'explique? Bah, je suis pas dans les petits papiers de la publication, donc moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que je pense, c'est que d'une part, c'est Pika, donc Pika, voilà, c'est ce que disait, Shail et effectivement, je suis d'accord avec lui, ils arrêtent vite leur série, mais ouais, ils ont des plannings où ils sortent souvent les choses. Enfin, il y a pas énormément de mangas chez Pika où il y a un gros délai entre les tomes. Donc là, il y a que 10 tomes sortis au Japon et comme je disais, c'est assez lent là-bas. Donc je pense qu'ils ont voulu quand même, sortir, assez rapidement les tomes. Maintenant, oui, de ce que j'ai entendu de plusieurs de mes 2 librairies, notamment, ma librairie actuelle, ça se vend vraiment très peu. Donc voilà, je pourrais pas forcément dire plus. Après, je tenais juste aussi à rajouter que, pour le coup, j'ai présenté quelques mangas dans le club de lecture depuis le début et j'avoue que ça a été le plus difficile à résumer parce que c'est vraiment un manga particulier, en fait, à résumer, sur la science-fiction et cetera, quoi. Donc chacun, je pense, pour en avoir un avis assez différent. Bah, en tout cas, c'est une lecture qui est intrigante, on va dire et c'est vrai que moi, c'est le genre de lecture où, en effet, comme ça, sans la prendre trop au sérieux non plus, ça peut être, assez divertissant et sortir un petit peu des lectures, qu'on a l'habitude de faire, quoi. Bah, je conseille en tout cas, ouais, de pas lire les 8 d'un coup, mais plutôt Ouais. un de temps en temps, effectivement. Parce que moi, c'est vrai que je les ai lus, j'avais lu le tome 1 et après j'ai lu les 7 tomes d'un coup. Heu, Bah, c'est peut-être ça qui a fait aussi que je me suis peut-être ennuyé à un moment. OK, donc à lire quand même avec modération. Bah, de toute façon, il y a que 10 tomes sortis Oui. et a priori, c'est assez lent donc bon, je pense qu'après quand on aura les 10 tomes, il faudra attendre donc autant, ouais, le lire au fur et à mesure, et aussi, se dire qu'après le tome 1, c'est toujours un peu le même esprit mais le tome 1 est un peu particulier, je trouve. C'est-à-dire particulier comment? Bah, la première fois que je l'avais lu, heu ça allait très vite et cetera, parce que ça introduit le propos. Mais après, c'est après qu'on voit que c'est beaucoup plus dans la découverte de la tribu et de l'environnement. Le 1, j'ai trouvé qu'il allait plus vite, quoi, dans son propos que le reste du manga. OK, donc il y a eu, quand même ce truc de se dire, «Je vais vite au début, puis après je ralentis, vachement le rythme», quoi. Ah, c'est ça, parce qu'au final, même si c'est pas vraiment épisodique, on peut se dire des fois, bah, qu'on peut se lire un chapitre par un chapitre parce que chaque fois l'héroïne va découvrir un truc un peu différent. Eh beh, merci en tout cas, Fuma pour cette présentation. On a des mangas, très différents aujourd'hui et c'est ça qui est bien. On va voir si c'est la même chose avec le prochain titre que je ne connais pas du tout, je dois avouer. Je vais, laisser la parole à Barm qui va nous, présenter Les fleurs se maquillent aussi. Merci Cam. Donc en préambule, avant de vous faire le synopsis, c'est parce qu'une image vaut 1000 mots, une petite photo que je vous ai mis dans le chat. Donc une couverture criblée de recommandations de libraires. Les Lyonnais, les plus fins connaisseurs, auront reconnu la patte de la meilleure librairie sans conteste BD, comics, manga de Lyon. J'ai nommé Comic Zone à Garibaldi. Donc je m'y rends de façon hebdomadaire pour flâner entre les rayons et profiter des conseils avisés des 3 libraires en présence. Et laissez-moi vous dire que c'est assez rare qu'un manga soit à la fois recommandé par Pauline, Flo et Ludo en même temps, vu qu'ils ont des univers quand même extrêmement différents. Donc de suite, quand j'ai vu ça dans les nouveautés, ce manga, il m'a tout à fait intriguée. Qu'est-ce qui a bien pu faire l'unanimité? Donc voilà, un petit synopsis s'impose, on regarde la couverture, on se dit, ah, donc c'est un Yuri, donc une romance entre femmes, avec des personnages seniors, et probablement ça va parler de maquillage. Alors ouais, il y a bien tous ces thèmes, pas de couverture trompeuse, on est bien là-dedans. Mais donc ça va surtout être l'histoire de Hanayo, donc une femme d'une soixantaine d'années, récemment veuve, et qui va se découvrir, s'épanouir peu à peu, maintenant qu'elle est libérée des contraintes de sa vie maritale. Donc, la série, elle s'ouvre sur un dialogue qui est assez parlant. Alors, je vais retranscrire de façon très approximative parce que j'ai pas les tomes sous les yeux. Donc, entre elle et sa petite fille à l'enterrement de son mari. Donc, sa petite fille qui lui dit ah bah, tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. Ce serait sympa que tu t'amuses davantage. Oh, mais dis pas n'importe quoi, je m'amusais déjà assez bien. Je pouvais faire ce que je voulais. Et sa petite fille qui lui répond ah ouais, vraiment? Donc on voit par la suite Anayo se balader en ville, flâner, se demander quasiment, bon, en fait, je vais faire quoi comme passe-temps?
qu'est-ce que j'aime faire, moi? Des questions qui s'imposent à elle maintenant qu'elle découvre sa liberté. Et elle prend conscience, au fil des chapitres, du carcan que la société lui a imposé et qu'elle a fini par totalement intégrer sans s'en rendre compte tout à fait. Elle vivait sous l'influence, voire la coupe de son mari, sa fille, de sa mère et de son fils, en intégrant des discours patriarcaux oppressants et qui sont, et je trouve ça assez réaliste, distillés par petites touches. C'est pas tant des insultes frontales qu'elle a eu à subir, c'est plus des petites moqueries, des petites remarques qui la dénigrent gentiment. Oh, mais tu vas quand même pas porter ça, c'est pas de ton âge. Enfin, voilà, ce type de remarques qui l'ont peu à peu mené vers une vie assez restrictive et vide de sens. Donc, elle a fait taire tout au long de sa vie toutes ses envies sans vraiment en prendre conscience, car elle n'en avait pas en tant que femme le droit. Donc, elle passe en flânant devant une boutique de maquillage et elle tombe sous le charme de la vendeuse Yoshiko, femme lesbienne dans la force de l'âge, avec une aura, une classe comme pas deux, et qui l'invite à tester des produits. Donc le maquillage dans cette histoire, c'est la première chose que Hanayo va se permettre de faire. C'est vraiment le premier pas vers la découverte d'elle-même. Elle découvre cette activité qui jusqu'ici lui était interdite et en fait qu'elle adore. Et ça devient une première affirmation de sa personne. Elle s'assume, elle rayonne et on aime voir ça. Donc ça, c'est vraiment le premier thème majeur du manga qui nous invite à réfléchir nous-mêmes en tant que lecteurs à comment on est connecté avec ce qu'on aime faire, si on s'impose certaines choses de façon inconsciente. Et puis le deuxième thème, bien sûr, hein, c'est l'amour saphique, donc la romance grandissante entre Yoshiko et Hanayo, qui est juste hyper chou, hyper touchante, super poétique, enfin voilà, avec un thème un peu autour de la littérature et des fleurs, donc je vous laisse découvrir ça. Donc c'est un manga qui porte un discours profondément politique, hein, j'ai commencé par ça, féministe, important de représenter, mais surtout une ambiance, et ça colle avec le thème du jour, super douce, cocon. Donc pour donner une image, moi pendant toute ma lecture, j'étais comme une préado dans mon lit à battre des pieds en l'air, énorme sourire sur le visage, quoi. Donc voilà, c'est un premier tome qui en appelle tout de suite d'autres. Moi j'ai trop hâte des prochains. Donc c'est fini en 3 tomes au Japon, donc c'est voilà, assez court. Le premier tome est sorti début novembre en France. Et les prochains devraient sortir sur le premier semestre 2026. Je crois que le deuxième sort en février. Publié chez Akata. Et voilà, vraiment un gros gros coup de cœur de cette fin d'année de mon côté. Eh ben, merci beaucoup, Baron. Franchement, je pense que tu nous as, tu nous as donné envie à tous. En effet, le secouage de pied, on voit bien l'image et ça donne encore plus envie de se mettre à cette lecture et de rentrer dans cette romance entre ces deux femmes. Ça rentre parfaitement dans la ligne éditoriale en plus d'Akata. Et j'avoue que moi, j'ai pas l'habitude de ce genre de titre. Je m'étais dit l'année prochaine, 2026, il faudrait que je découvre un Yuri et j'avais plutôt visé le one shot qui va sortir chez Naban, qui s'appelle Belladonna quelque chose, qui a l'air d'être un Yuri très sympa aussi. Mais j'avoue que les fleurs se maquillent aussi donnent plutôt envie suite à ta présentation. Et bah, tu sais Ça, quoi? C'est mon premier Yuri, moi aussi. Donc, enfin, Ah, pour le génial. coup, moi, j'ai très l'habitude des boys love, j'en lis beaucoup. Mais étonnamment, je m'étais jamais trop tournée sur les Yuri. Et là, vraiment, en fait, c'était super naturel, quoi. C'est pas du tout. Je sais pas trop à quoi je m'attendais. Et en fait, c'était tellement recommandé par mes libraires et je suis leurs recommandations, notamment celle de Pauline. On a des goûts assez similaires. Vraiment les yeux fermés. Et donc, voilà, je regrette vraiment pas du tout. Et je pense que c'est un bon premier Yuri. Après, je tiens à rajouter quelque chose pour les fleurs se maquillent aussi. Mine de rien, c'est super rare, je trouve, d'avoir des romances entre personnes âgées. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Ouais, carrément. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un, alors hop, je remonte un petit peu dans le chat, qui avait aussi parlé de Ocean Rush. Moi, j'adore en fait les mangas avec des protagonistes notamment qui sont seniors. Donc j'en ai quelques-uns, mais là pour le coup, c'était plus des romances hétéros sur voilà des romances seniors. Mais comme tu dis, Saki, en fait, ça parle de beaucoup de thèmes différents qui sont assez peu représentés, ou en tout cas moi que j'ai pas trop l'habitude de trouver dans le commerce. Donc voilà, ça fait vraiment une pierre, 5 coups. Et comme le club est enregistré, le club de lecture, nous tenons à préciser que Cam n'est pas rémunéré par Naban. Merci de le préciser, Fuma. C'est vrai que j'essaye de le caler à chaque fois. C'est comme Jiro Taniguchi. Je suis pas non plus
payé par ses héritiers ou quoi que ce soit, hein, je tiens à le préciser. C'est vrai que je suis d'accord avec Saki pour le coup, qu'avoir enfin, ouais, de l'amour entre des personnes âgées, on trouve pas ça partout, c'est intéressant. Clairement, et encore une fois, une lecture très en phase avec le thème du jour. Donc merci à toutes et tous pour vos présentations. Je pense que ça va donner des idées à pas mal de monde ici et que ça va peut-être faire chauffer un petit peu quelques cartes bleues. Donc tant mieux, c'était aussi le but, surtout pour des œuvres qui en valent la peine comme ça. Vu qu'on a fini avec les 4 présentations, on va maintenant passer à une autre lecture bienveillante qu'on a normalement, toutes et tous lu autour, de ce vocal, qui s'appelle «Souvenir de la mer assoupie» de Shinya Komatsu, qui est édité chez IMHO. Et vu que c'était une lecture, imposée, qui avait été proposée par Marsu, je propose de te, laisser un petit peu la parole Marsu pour la présenter. Oui, bah, comme tu as dit, c'est un manga de Shinya Komatsu. C'est son 3e manga qui est publié du coup chez IMHO. Personnellement, moi, c'est un manga et du coup un mangaka que je connaissais pas, enfin, en tout cas que j'avais pas lu, mais que j'avais envie de découvrir, que ça soit suite au retour des gens de ce Discord ou même les reviews de Cam. C'est un manga en 2 parties. Donc il y a le premier récit qui est le récit principal, Souvenir de la mer assoupie, donc qui donne le nom à ce manga. C'est un recueil de rêves éveillés situé dans une petite ville ensoleillée où le temps semble figé à l'heure de la sieste. Et on va y suivre avec émerveillement le quotidien de la jeune Lisa, qui semble dotée d'un talent naturel pour faire des découvertes plus que curieuses, comme un violon en verre d'écume, un pilote de parapluie volant ou un phare en mal d'escapade. Et ce récit tout en couleurs est suivi des chroniques de la colline aux rumeurs, qui dépeignent la vie d'une petite bourgade où les télévisions poussent en pot et où le soleil a des pannes d'oreiller. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une très bonne découverte et ça m'a donné envie de découvrir le reste du travail de l'auteur. Donc c'était la première œuvre que tu découvrais de Shinya Komatsu, hein, Martsu, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. Mais moi, de mon côté, je suis un énorme fan de son travail. J'en parle quand même assez souvent sur la chaîne et un peu partout dès que je peux le caler. Voilà, c'est comme Naban, c'est comme Taniguchi, comme ça. J'ai des petits favoris comme ça. Et Shinya Komatsu, il en fait partie. Et Souvenir de la mer assoupie, pour moi, il reflète bah, très bien l'étendue de son talent et de son imagination débordante. Je trouve qu'on plonge en fait directement en plein rêve avec lui, dans cet univers toujours bleu, baigné, dans la bienveillance, qui représente, à merveille encore une fois le thème de ce podcast. Heu, Moi, il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée, dans Souvenir de la mer assoupie. C'est celle où on voit le phare qui se dresse sur ses 2 jambes et qui part normal en balade, la journée parce que bon, Oui, la c'est journée, il y a pas grand inattendu comme passage. c'est ça, il y a pas grand chose à faire la journée donc bah, moi je vais partir en balade et j'ai trouvé ça, génial parce que, bah, c'est vrai que le phare on se dit: «Bah, qu'est-ce qu'il fait de sa journée?» Bah, là, Shinya Komatsu il se dit: «Bah, il a 2 jambes, il va se lever, il va se faire une petite balade» et je trouve ça génial en fait de rentrer directement dans l'imagination de cet auteur et je trouve que, il exprime aussi bien dans la postface à la fin, Shinya Komatsu, bah, qu'il avait en fait plein d'idées dans la tête comme ça. Donc ça doit lui arriver comme ça dans la journée de penser: «Mais tiens et le phare qu'est-ce qu'il fait à quoi ça sert la journée un phare?» Et du coup il doit le noter quelque part et puis là, dans Souvenir de la mer assoupie, il a pu, bah, mettre tout ce bric-à-brac d'idées, et on voit ce bric-à-brac, mais un bric-à-brac quand même organisé. C'est ça qui est fou. Donc moi j'ai vraiment, beaucoup aimé ce recueil, enfin, on va dire l'histoire principale, mais également, le recueil d'histoires courtes qui suit, avec encore une C'est là où fois, on voit vraiment son imaginaire dans le récit, dans le recueil d'histoires très courtes à la fin. c'est clair, on voit un imaginaire vraiment merveilleux qu'on peut retrouver aussi dans un autre recueil à lui, dans Tohu Bohu, c'est un peu la même chose, c'est un peu complètement barré parfois, mais on est dans la tête de Shinya Komatsu. Donc moi, je vous conseille de lire du Shinya Komatsu sans modération. Tout ce qu'il fait est génial. J'avais déjà parlé de Un été à Tsurumaki dans un autre épisode. Bon, c'est un de mes préférés, Un été à Tsurumaki, mais honnêtement, j'ai du mal à faire une hiérarchie entre ces œuvres. C'est certainement la plus connue, Un été à Tsurumaki. Souvenir de la mer assoupie est moins connu, mais mérite de l'être plus.
Et pour moi, c'est une très bonne porte d'entrée pour découvrir l'auteur. Je conseille aussi Bâillement de l'après-midi qui est en cours de parution chez IMHO avec 2 tomes sortis et qui se terminera à son 3e tome. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs récits, mais bon, ils sont tous ses meilleurs récits et peut-être l'apogée de son imagination fabuleuse dans Bâillement de l'après-midi. Donc, lisez tout de Shinya Komatsu, faites-vous plaisir. Et oui, moi j'ai commencé par, Tohu Bohu du coup et donc Souvenir de la mer accroupie est mon deuxième c'est la deuxième œuvre que je lis. Alors a priori, je lis dans l'ordre, sans le vouloir, parce que Tohu Bohu, a priori, c'est sa première œuvre et Souvenir de la mer accroupie la deuxième. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce recueil-là, enfin cette histoire-là, qui suit plus que dans Tohu Bohu, mais j'ai préféré tout ce qui était imagination, des situations dans Tohu Bohu pour le coup. Mais ça ne change pas qu'effectivement, c'est un auteur lyrique qui fait, a des décors qui sont, très, minutieux, très précis et contemplatifs. On voit que vraiment, il travaille énormément sur ses décors et ça en fait, quelque chose de vraiment extraordinaire et certains y voient aussi une certaine ambiance à la Miyazaki. Par exemple, dans ce recueil-là, à la page, 42, quand l'héroïne, elle revient de son périple en train et qu'on voit la mer tout autour, ça rappelle un petit peu, dans le voyage de Chihiro, quand elle prend le train pour aller chez la grand-mère, Baba. Heu et des choses comme ça donc pareil, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose c'est une découverte pour moi. C'est vraiment super et ce qui est bien aussi, c'est que, bah, si on a des enfants qui sont pas, des enfants en bas âge, qui commencent à lire et cetera, ça peut être sympa à lire pour le coup, parce qu'il y a pas vraiment de sujet, ardos ou autre. Donc ça se lit, pour les petits comme pour les grands, quoi. Et en plus, c'est important de le préciser aussi, Shinya Komatsu fait, des designs de cartes Pokémon. On s'en est partagé quelques-unes tout à l'heure et on retrouve vraiment, alors à la fois on retrouve son style et à la fois c'est vrai que si, on tombe sur ces cartes, on se dit pas forcément: «Bah tiens ça c'est Shinya Komatsu». Mais je trouve ça, assez marrant et de voir qu'il s'investit là-dedans aussi et je crois qu'il en a fait pas mal en plus, hein. Oui, 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 puis, il est, aujourd'hui, il se concentre quand on voit sa bibliographie, on voit qu'il se concentre aujourd'hui quand même plus sur son travail d'illustrateur, parce qu'il est illustrateur en termes général, que sur son métier de mangaka, quoi, a priori. C'est vrai, je sais pas de quand datent par exemple, le bâillement de l'après-midi, je sais pas de quand ça date, mais je crois que c'est assez quand même assez récent. 2013, Ah 2011 2013? pour, Toy Boy. Ouais. Non, mais là tu parles de Souvenir de la mer assoupie, mais Ah oui, bâillement pardon, oui. ah ouais, non, bâillement de l'après-midi, tu raison aussi, c'est 2014. Ouais, il a pas fait grand-chose depuis 2015, quoi. Il y en a d'autres parmi vous qui ont pu, découvrir ou relire, ce Souvenir de la mer assoupie? Du coup, pour moi, c'était une découverte, mais c'est un peu, ben, comme pour Marsu où, c'était, un artiste qu'on voulait découvrir parce que, ben, moi, c'était surtout son univers, graphique qui me plaisait beaucoup. Bah, après, j'aime bien tout ce qui est, univers un peu comme ça, onirique, dans les tons, tout doux, un peu pastel et au final, bah, j'ai envie de lire tout le reste, en fait, parce que j'ai beaucoup aimé cette espèce de, c'est un peu comme une capsule temporelle hors du temps, où c'était un peu, très réaliste et en même temps, bah, comme dans un rêve, où on se retrouve avec, un violon fait en écume de mer, les billes dans les laminées dans les luminettes japonaises qui sont en fait, qui viennent de la pluie, on va dire. Heu, et tout plein de choses comme ça où on se pose des questions et on a des réponses farfelues auxquelles on s'attendait pas, mais qui dans cet univers font extrêmement sens et du coup, j'ai vraiment envie de lire le reste. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé l'univers de celui-là et je pense que j'ai beaucoup aimé l'univers, des autres aussi, très belle découverte. Super. Si jamais vous avez, lu, l'entièreté de ce qu'a fait, Shinya Komatsu et que vous voulez une œuvre qui moi personnellement me fait penser un petit peu à son univers avec quand même un style graphique assez différent, mais aussi cet imaginaire complètement, farfelu. Il y a un autre manga chez Yamashō qui s'appelle Promenade dans la ville de la boîte à biscuits, qui est moi le premier titre que j'ai découvert chez Yamashō quand même, c'est celui-ci, Promenade dans la ville de la boîte à biscuits et j'avoue que j'avais, l'habitude j'avais pas encore l'habitude de lire de ce genre de manga à l'époque et il m'avait un petit peu, désarçonné, on va dire mais c'est celui-ci qui m'a donné envie de lire ce genre de manga. Donc bah, n'hésitez pas à y aller aussi, c'est très sympa. Alors, justement, je me permets de rebondir. J'ai eu exactement le même sentiment que toi.
quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par Tohubohu, puis après j'ai lu La Promenade de Biscuits avec d'autres titres d'IMHO et quand j'ai lu La Promenade de La Boîte à Biscuits, que je trouve un peu plus dur dans son propos, Oui, un peu derrière que ce que fait Shinya Komatsu, mais en fait, soit les dessins, l'ambiance et même la créativité et les décors, la beauté des décors, ça m'a exactement rappelé Shinya Komatsu. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en ayant lu d'abord Tohubohu, puis en lisant, La Boîte à Biscuits, bah, La Boîte à Biscuits m'a semblé plus accessible. Alors que j'aurais peut-être commencé par La Boîte à Biscuits, j'aurais peut-être trouvé moins accessible pour le coup. Alors c'est peut-être bien de commencer par rentrer dans ce monde un peu ubuesque, un peu lyrique par Shinya Komatsu, puis après lire La Boîte à Biscuits peut-être. ouais, t'as raison parce que je pense que Shinya Komatsu, ça reste plus accessible, en effet. Et Promenade dans la ville de la boîte à biscuits, en effet, le message de fond est plus difficile quand même que les mangas de Shinya Komatsu, hein, qui sont, pour le coup, c'est tout doux, c'est tout mignon, etc. Promenade dans la ville de la boîte à biscuits, il y a quand même un message de fond qui est un petit peu plus dur. Mais ouais, je vous le conseille en tout cas et content de voir qu'on a eu ce même sentiment à la lecture des deux titres. Oui, clairement, ouais. On en parle 30 secondes pour ajouter. Je pense que ça fait partie des œuvres enfin des auteurs et des œuvres qui peuvent se lire vraiment 5 minutes par-ci par-là, du style quelque chose qu'on laisse aux toilettes ou quand on a 2 minutes. Vraiment, il y a des histoires en 2, 3 pages. Il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup de temps pour profiter. Et il n'y en a pas forcément énormément, je trouve, des œuvres comme ça. Ouais, j'ai pas voulu citer directement les toilettes, mais je pensais vraiment à ça, notamment en l'occurrence. Non, mais c'est important d'avoir des lectures aux toilettes aussi. Mais en effet, c'est vrai que une œuvre qui peut se lire comme ça de temps en temps aussi, ou tout d'un coup, hein. Moi, pour le coup, je les ai tous lus d'une traite à chaque fois. Mais carrément, tu peux te dire, je vais me lire bah, une petite histoire qui fait 4-5 pages. Alors, pas forcément dans Souvenir de la mer assoupie, je sais plus combien font les chapitres, mais je repense à Bâillement de l'après-midi. Je crois que chaque histoire doit faire 5-6 pages maximum, puisque c'est par saison à chaque fois. Et pour le coup, ça peut totalement se prêter à ce genre d'exercice en se disant, bon, ben, je vais me lire une ou deux histoires aujourd'hui, puis une ou deux demain. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cet auteur. Ouais. Et je pense que bah, si c'est comme dans Souvenir de la mer assoupie, je pense que c'est le genre d'œuvre aussi qui peuvent pas se lire, mais juste se regarder, en fait, juste feuilleter, à apprécier les dessins. Clairement, je Je pense que pense. ça rejoint mon petit nidouillet qu'a présenté Croteis tout à l'heure, où bah, on peut se faire une lecture carrément juste en regardant les détails sans prêter trop attention aux bulles, sachant qu'il n'y a pas énormément de texte, hein, dans les mangas de Shinya Komatsu, peut-être un petit peu plus dans celui-ci que dans les autres. Mais ouais, ouais, on peut faire une autre lecture juste en regardant tous les petits détails avec ce trait très rond de l'auteur qui met dans chaque planche, quoi. Ouais, c'est le genre de manga, de livre qu'on peut donner à un enfant. Oui, sans problème. Sauf si on y tient, mais Ouais, au manga. c'est ça. Peut-être moins avec The Warrior Princess de Barrack Oui, King. ouais. Bizarrement, Oui, oui. là, non, Faut non, moins le enfin, donner je à suis un enfant, ouais. bienveillant, mais faut pas abuser, hein. Non, il y avait quand même, bon, hein, voilà. Par contre, oui, moi, en vrai, je pense que je vais acheter un Souvenir de la mer assoupie pour ma nièce, par exemple, qui a 7 ans, et je Ouais. pense totalement que ça va lui plaire. Alors qu'un Barbarian King, à Non. la rigueur, à mon neveu qui a 13-14 ans, bon, il commence à s'émouvoir, mais c'est tout, quoi. Ça dépend ce que tu veux faire de l'enfant, mais Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. mais ouais, non, c'est vraiment chouette. Et je rejoins ce que tu disais, Ika, mais je pense que, enfin, en fait, c'est un peu tout. C'est que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour lire ça, il n'y a pas de manière de lire ça, il n'y a pas. En fait, il n'y a même pas besoin. Tu peux prendre une page au pif, l'ouvrir et tu te dis, ah bah ouais, c'est chouette. Il n'y a même pas besoin de. Enfin, il n'y a pas besoin de suivre les histoires. Il y a pour profiter, je trouve, des œuvres de Shinya Komatsu et Souvenir la mer assoupie, c'est vachement là-dedans, quoi. Il y a juste besoin d'ouvrir une page, de profiter, de fermer, et puis on est heureux, quoi. Clairement. Et c'est important de le préciser, ce que tu dis. Il y a pas forcément besoin d'essayer de comprendre parce que ça part dans tous les sens, hein. Forcément, c'est les œuvres de Shinya Komatsu. Et moi, quand la première œuvre que j'ai découvert de lui, c'était Tohubohu. Et j'avoue qu'à ma première lecture, j'avais été un petit peu
je sais pas, j'étais pas hyper convaincu parce que je me suis dit: «Mais attends, mais je comprends rien à ce qui se passe dans son histoire là, il part complètement, en sucette, dans tous ces récits là, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, après, l'avoir relu, après avoir lu un autre titre de lui, j'ai relu Tohu et je me suis dit: «Bah non, mais en fait, c'est sa recette, c'est sa patte, c'est comme ça, c'est pas ça qui est important en fait». C'est vraiment de rentrer dans son univers et d'être, comme si on était un personnage qui se baladait, dans les petits décors qu'il nous met, dans les petites aventures qu'il nous donne et c'est pas forcément d'essayer de comprendre, vraiment le fond, de ces histoires. Moi, je pense qu'on a tous, bien papoté, de souvenirs de la mer assoupie, et j'espère que ça vous donne envie à toutes et tous de lire du Shinya Komatsu. On va passer à un sujet, peut-être un petit peu moins bienveillant, qui est le Festival international de la BD, 2026. On pouvait pas ne pas en parler, vu les actualités et ça nous paraissait un petit important de mettre un débat à ce sujet-là pour pouvoir, échanger de tout ce qui s'est passé parce que c'est quand même, l'un des événements les plus majeurs, on va dire, du manga, et de la BD, en France et le fait que cette édition 2026 soit annulée, ça a quand même un gros impact, dans la communauté. Donc, Saki, je vais peut-être te laisser, la parole. Je sais que tu avais préparé quelque chose par rapport à ça, puis après on pourra débattre tous ensemble. Bah, avant de commencer le débat sur le FIBD, je trouvais ça intéressant de remettre les choses dans son contexte, parce qu'il faut savoir que le FIBD, ça fait quasiment ouais, entre 10 et 20 ans qu'il y a des soucis. Donc ça remonte à bien plus longtemps que ça. En fait, tout commence en 2003 avec un cher monsieur qui s'appelle Boudou Franck. Donc c'est celui qui est chargé de développer les partenariats du festival d'Angoulême. Et en fait, faut savoir que à ce moment-là, donc en 2003, il y avait le gouvernement qui envisageait la fusion du festival d'Angoulême et du Centre national de la BD et de l'image. Cependant, l'association qui gère le festival, donc l'association du FIBD de Franck Boudou, refuse par peur de perdre son indépendance. Et de ce fait, 3 ans plus tard, donc en 2006, Monsieur Bondou est nommé délégué général du festival. En 2007, il crée la société 9e Art qui est chargée depuis 2008 de l'organisation du festival. Et également, en 2007, il y a la Cité internationale de la BD et de l'image qui est créée. Mais il faut savoir que cette cité, elle englobe tous les organismes publics sauf le festival. Et du coup, il faut savoir que bien que la société du 9e art soit une société privée, elle est chargée de la gestion du budget pendant au moins une dizaine d'années. Et ce budget représente environ 2 millions d'euros par an, dont la moitié provient de subventions publiques. Et il faut savoir que les subventions sont gérées par sa société, car c'est ce qui lui permet donc de faire des bénéfices, contrairement à son association, parce que selon la loi, une association ne peut pas faire de bénéfices. Ensuite, en 2015, on a encore une polémique qui est créée car l'association FIBD annonce la prolongation du contrat avec la société 9e art sans mise en concurrence pour une durée de 10 ans, donc jusqu'en 2025. Mais il faut savoir qu'en plus, cette prolongation, elle était faite contre l'avis de la région et du maire. Et il y a certains qui dénoncent une privatisation d'un événement alors que celui-ci est toujours financé à 50% par des fonds publics. Ensuite, en 2016, il y a encore une polémique contre Franck Bondou. En effet, il n'y a aucune femme qui est sélectionnée dans la liste des auteurs éligibles au Grand Prix de la ville d'Angoulême que Bondou justifie dans le journal Le Monde parce qu'il y a peu de femmes dans l'histoire de la BD. Donc, suite à cette polémique, il y avait plusieurs auteurs et éditeurs qui envisageaient déjà de boycotter le festival en 2017. Encore en décembre 2021, il y a la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine qui publie un rapport critique sur l'action de Bondou de 2014 à 2019. Ensuite, encore en 2023, il y a la fameuse polémique avec Bastien Vives parce qu'en fait, il faut savoir que ça avait été un invité d'honneur où il y avait son exposition, qu'il était mis en avant, etc. Alors même que ses œuvres étaient pointées du doigt pour ses représentations pédopornographiques et ses propos polémiques dans la presse. Ensuite,
en 2024, il y a la fameuse polémique, malheureusement, où une salariée de l'entreprise a accusé 9e art de l'avoir licenciée après qu'elle ait raconté au journal L'Humanité avoir été victime de viol lors du festival. Et c'est cette affaire qui va provoquer un énorme séisme dans le monde de la BD. Il va y avoir une grosse mobilisation qui va se déployer dans tout le secteur, d'abord portée par les autrices, puis par les auteurs et enfin par les éditeurs. Et enfin, en 2025, la fille du cher monsieur Franck Bondou, alors à la tête de l'association FIBD, clôt l'appel d'offres en faveur du 9e art pour une nouvelle prolongation de 10 ans et elle a renommé en parallèle ces sociétés. Donc pour moi, c'était vraiment la présentation des points principaux parce que bien évidemment, il y a d'autres points un peu moins importants mais qui ont été aussi relevés comme l'emplacement du quartier manga au sein de la ville qui a toujours été mis à l'écart et changé régulièrement. Merci Saki, c'était en effet important de faire un historique. Et quand on voit tout, tout listé comme ça, on se dit, mais c'est quel pot de pu, vraiment cette organisation. Et c'est vraiment dommage que derrière qu'il y ait un projet aussi génial, bah, il y a autant de personnes qui soient aussi peu bienveillantes pour le coup, qu'on n'aurait pas invité. Nous, à ce podcast, en tout cas, ils n'auraient pas eu leur place. Et c'est vrai que c'est moi j'ai jamais été à Angoulême pour le coup et je me suis posé la question cette année si j'y allais avant toutes ces histoires, sans vraiment connaître tout l'historique de ces mauvais côtés et j'espère, en tout cas que ces histoires, enfin que quelqu'un de bien intentionné reprendra, tout ça en gestion, pour que ça puisse, continuer, par le futur parce que je trouve que c'est un super projet et c'est génial qu'il y ait ce genre de choses, qui soient organisées pour tous les fans de BD et de manga. Ça devrait pas être entre les mains de personnes comme ça, quoi. Personnellement, moi, j'y suis allé juste l'année dernière, j'étais jamais allé avant. Je trouve ça ultra dommage parce que pour le coup, bah, par exemple, la Japan Expo, moi, j'y vais depuis 2008, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même un petit moment. Et quand je suis allé l'année dernière à Angoulême, je me suis rendu compte que c'était totalement différent. C'était un peu plus mature, que, il y avait des gens passionnés, qu'on pouvait échanger avec beaucoup de gens, que même les auteurs ou les autrices, enfin les autoristes qu'on rencontrait étaient vraiment, passionnés et cetera. Donc c'était une super, enfin c'était une super expérience et ouais, tout ce qui se passe derrière, c'est un peu écœurant et c'est écœurant parce que, bah, autant par rapport à ce que c'est en termes bruts, de ce qu'a raconté Saki, autant que, bah, c'était un rendez-vous qui était incontournable. C'est un rendez-vous international qui était, vu par le monde entier. Donc encore une fois, la France ne brille pas sur ces événements, ou en tout cas, c'est ce qui s'y passe. Et je trouve ça ultra dommage parce que ça reste quand même en pratique quelque chose qui était quand même super sympa. Donc voilà, après moi j'avais une petite question à Saki, je sais pas si tu as ces infos ou pas, mais du coup quand tu es exposant là-bas, et que là du coup c'est eux qui ont annulé, vous vous faites rembourser? Comment ça se passe? Parce qu'il y avait des éditeurs qui avaient dit de toute façon qu'ils ne viendraient pas, donc eux je sais pas s'ils seront remboursés ou pas, mais ceux qui devaient venir, est-ce que comment ça va se passer? Parce que c'est vrai qu'on n'y Ben, pense pas aussi, mais c'est dommage aussi pour, bah, ceux qui comptaient faire un peu d'argent là-bas, ou enfin, pour vivre quoi. justement, c'est un peu toute la difficulté. Je sais que généralement, ceux qui ont déjà payé, eh ben, ils ne revoient jamais la couleur de leurs sous. Après, je sais que nous, de notre côté, par chance, on n'avait pas payé parce que justement, on ne savait pas. Mais je pense que ceux qui ont payé ne reverront jamais la couleur de leur argent. Parce que c'est fréquent que des festivals soient annulés et tu revois jamais tes sous. C'est perdu. Ouais. Ouais, enfin là quand même c'est pas enfin, entre guillemets, hein, c'est pas un petit festival quoi. Je veux dire, il y a un moment, ça se voit quoi quand il a été annulé et cetera, donc ouais, je pense quand même qu'ils seront remboursés, Après, tu vois, d'après eux, le festival est en pause indéterminée, même s'il a été annulé. ouais, mais bon, enfin, Si je dis bien pas de gentil, mais bêtises, bon. 9e art plus est toujours dans la demande de subvention, même pas spécialement pour mettre en place le festival, du coup, qui n'aura pas lieu, mais ne serait-ce que pour permettre l'organisation du festival l'année prochaine. Et pour ça, il faut pouvoir éponger les dettes qui se seront créées forcément cette année. Il y aura aussi des actions en justice qui seront menées par les différentes parties. Et ça prendra du temps, hein. Je pense que c'est des trucs qui vont prendre des années. Et même si on a un festival en 2027, probablement que ça ne sera pas complètement réglé pour
ce non-festival de 2026, même encore à ce moment-là. Et c'est surtout avec tous les bénéfices qui ont été engrangés par les événements au fur et à mesure des années, quand on sait qu'ils ont pas le budget pour l'année prochaine, qu'ils ont encore besoin de subventions, quoi. C'est ça qui est étonnant parce qu'ils ont après, s'ils ont passé par l'entreprise de Voodoo ou autre, qui lui va gagner des millions et cetera, enfin, je sais pas trop comment ça se passe, j'avoue que j'étais un peu perdu. Bon, enfin, ils sont censés avoir quand même pas mal d'argent là, engrangent quand même pas Après, mal d'argent. l'argent, je sais pas comment il est. Enfin, après, c'est vraiment des questions économiques, mais je suis pas sûr que dans l'événementiel, même quand tu sois rentable, tu puisses l'être d'une année à une autre, quoi. Je suis pas sûr qu'ils aient en trésorerie de quoi avancer un an de festival. Enfin, ça reste la culture, ça reste compliqué. En plus de ça, là, ils ont fait des avances de frais, mais avec des subventions qui étaient censées venir, qui sont toujours pas arrivées du fait de ces histoires-là. Donc, et puis, même d'une question plus générale, je pense que même s'ils ont les moyens éventuellement de subvenir à ces frais-là qui n'étaient pas du tout anticipés, leur objectif à Boumdou, enfin, de toute façon, aujourd'hui, c'est clair, hein, cette personne-là n'est pas là pour défendre le RBD, cette personne-là est là pour maintenir une société qui est rentable. Et oui, son objectif, ça sera d'essayer de perdre le moins de plumes possible, peu importe la façon, et même s'il doit faire couler 20 personnes, enfin alors là c'est moi qui donne un avis, hein, mais je pense que s'il doit faire couler 20 personnes ou 20 sociétés à côté, il aura aucun scrupule à le faire. Bah, surtout, tu vois qu'il a été accusé de détournement de fonds. Oui, parce qu'il y a Ah des c'est ah sociétés oui, écrans enfin, derrière où il y a des malversations d'argent, hein. Il y a des millions qui circulent c'est sur, ça, tout dans l'argent cette que ça affaire, hein. fait, on le voit gros comme une maison en fait, on se dit enfin c'est comme c'est toujours un peu ces sujets-là où tu sais qu'il y a de l'argent qui a un peu disparu, ça se voit gros comme une maison parce qu'on parle de centaines enfin de millions, voire de centaines de millions et derrière c'est: «Ah bah non, on peut pas le prouver» et cetera alors que ça se voit gros comme une maison quoi. Ça a fait plein d'argent, fallait bien que ça tombe quelque part quoi. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille une vidéo de la capsule manga qui a hyper bien résumé, ça dure 1 heure et demie et il parle aussi de cet aspect économique puisqu'il a pas mal fait de recherches sur les sociétés de Franck Bondou et toute la magouille qu'il y a derrière. Et on voit vraiment que le mec, il a construit son truc et c'est que c'est vraiment juste pour l'argent, hein. Et on voit le niveau de malhonnêteté du gars. Donc, je vous conseille vraiment tout ça parce que il revient sur la genèse du Festival international de la BD à ses tout débuts et comment on en est arrivé là aujourd'hui en fait. Et c'est assez intéressant aussi de voir ça et de voir qu'à partir du moment où c'est venu entre les mains de 9e Art Plus, certes, il y a eu des bonnes choses qui ont été faites en termes d'expo, en termes de le festival a beaucoup grossi, peut-être même un peu trop pour une ville comme Angoulême qui est en soi pas trop en capacité d'accueillir un festival aussi gros et on le voit comme c'est la galère chaque année pour se loger à Angoulême ou à côté. Et les prix qui explosent. Et on voit aussi tous les points négatifs qui ont mené le festival à être annulé en 2026, quoi. Bah, après, il y a eu aussi un gros ras-le-bol de la part des éditeurs, parce que c'est vrai que nous, de notre côté, les prix des stands, ça devenait abusé, même pas justifié, et ainsi que les emplacements. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde aussi a commencé à péter un câble. Mais c'est comme là, tu sais, la sélection des titres d'Angoulême, ça, c'était n'importe quoi aussi. Tu savais très bien que c'était un peu le jeu de la suce, hein. Faut dire la vérité, à un moment donné, les petits éditeurs, on pouvait aller se faire voir, hein. Et c'est pour ça que C'est justement Kiyun ce a que j'allais dire. boycotté. Parce qu'il y en a Je- des éditeurs comme Kiyun qui boycottent pour être présentés dans la sélection. Les grosses structures, je pense elles étaient très satisfaites du fonctionnement et ça les dérangeait absolument pas de voir les petits éditeurs être mis dans des coins, comme c'était le cas, et particulièrement pour la partie manga, même si ça s'est développé surtout depuis le Covid. Mais je suis pas sûr que les gros éditeurs étaient si malheureux du fonctionnement global. Et d'ailleurs, c'est pas les éditeurs hein, qui ont en premier réagi là. Pour une énième fois, c'était les auteurs et les autrices. Et les éditeurs ont finalement pas eu trop le choix que de suivre. Mais économiquement, ils Ap- étaient rentables, hein. C'était l'événement le plus rentable de Après, l'année. pour les éditeurs, c'est à moitié vrai, à moitié faux, parce que je sais pas si tu vois le groupe Bambou qui gère Doki Doki, et j'ai oublié ses autres filières, eux, ils boycottent depuis 2016. Il y avait des éditeurs qui boycottaient déjà depuis une dizaine d'années parce qu'ils n'étaient pas contents de la politique du festival. Ouais, moi je pensais vraiment aux 3-4 grosses structures qui représentent 75% du marché.
avec Dargo, avec Casterman, avec toutes ces vraiment très grosses structures du milieu qui, pour le coup, elles étaient bien mises en avant, avaient des contacts privilégiés et avaient, entre guillemets, pas sans avoir pouvoir de décision, avaient le moyen de faire porter leur voix. Et je pense que si ces maisons-là avaient accompagné il y a quelques années déjà les auteurs et les autrices, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. Après, c'est toujours facile de refaire le film, hein, mais sinon, oui, les petits éditeurs, oui. Enfin, et puis Bambou, c'est peut-être pas un petit éditeur, mais c'est pas, je me rends pas compte à quel point c'est une grosse structure ou pas. C'est un très gros groupe. Je sais qu'il y avait Doki Doki, mais les autres, je sais plus. Je vais faire une petite recherche. Après, c'est pas du tout le même monde, mais avec Fuma, on avait vu, je sais plus comment il s'appelle, qui gère les éditions Matière et donc qui a un tout petit éditeur de BD et manga indépendant et qui globalement avait un bon gros mépris pour l'organisation du festival d'Angoulême, quoi. Parce qu'il y avait absolument aucun accompagnement et aucun intérêt qui était montré par les organisateurs à ces petites maisons-là. Mm. Mais je pense que toi aussi, Saki, avec la vision que vous avez avec Nazca, je pense que ça se rejoint un peu d'une certaine façon. Oui. Non, Non, après, puis pour moi, après, là, cette année, c'est un mal pour un bien. Ça permet de faire bouger les choses et d'arrêter une mascarade qui dure depuis quasiment 20 ans, quoi. et puis moi, je reviens juste parce que tout à l'heure, quand vous parlez des grands éditeurs comme Kiun, etc., moi, il y a deux choses qui m'embêtent un peu dans ce genre de position, que ce soit, par exemple, je prends Kiun ou Glénat. Kiun, quand même, c'est ceux qui disaient, d'ailleurs, on le voit bien dans la vidéo il en parle à un moment, Julien, dans la vidéo de la capsule. Le truc, c'est que par exemple, Kiun, ils sont là à dire les premiers en boycott, machin truc et tout. On est pour le physique, on est pour machin, enfin, à faire ceux qui se battent et tout. Enfin, c'était les premiers l'année dernière, quand on sortait de la gare, à avoir un grand panneau It's the Witch, à faire la pub sur leur nouveau grand truc et faire de la pub sur du numérique, quoi. Donc il y a ça. Glénat ou Kana qui sont là également, Dirbano aussi. Glénat, par exemple, on est engagé. Bah, l'année dernière, ils ont invité Chan Cheng, ils l'ont laissé, enfin, désolé du terme, mais crevé. Il n'avait aucun traducteur, il n'avait personne. Ils l'ont laissé en face des trucs, ils n'ont pas du tout géré la queue. Enfin, Kana, pareil, ils ont invité Ding Pao Yang, qui, pareil, n'avait pas du tout de traducteur. Et la différence aussi, c'est que Chang Cheng parle un petit peu anglais, ce qui n'est pas du tout le cas de Ding Pao Yang. Donc, enfin, eux-mêmes ne traitent pas bien leurs auteurs, sauf quand c'est vraiment l'auteur japonais qui est ultra connu, quoi. Donc, je trouve que c'est pas forcément les premiers à faire des leçons de morale sur ça, quoi. Ça m'embête aussi pour le coup. Bah ça, ouais, je comprends, mais comme aussi, je trouvais que par rapport aux auteurs, on mettait trop en avant certains auteurs et d'autres pas assez, alors que dans le quartier manga, on n'en avait pas forcément non plus beaucoup des auteurs. Il y en avait Bah, quelques-uns. quand tu vois, par exemple, ou même FIBD l'année dernière, tu avais à Asian District, bah, l'auteur, il avait un traducteur. Pourtant, c'est une toute petite maison d'édition. Hein. Bon, je me dis que bah, des grands groupes comme Glénat ou Kana peuvent se permettre aussi d'en avoir. Ou même, tu avais chez Yamacho, qui était aussi présent. Bah, Alors, Après, si tu veux, il y a Damien qui a une petite anecdote à vous dire. Du coup, pour vous dire comment ils traitent les maisons d'édition, mais que ça soit les petites ou les grosses, hein, ils traitaient n'importe qui comme de la même façon. Je sais plus, c'était il y a 3 ans, je crois. On avait invité Lee Lunche pour la sortie de Koxinga. Et on avait négocié un gros stand. Ils nous ont pas mis de fonds à notre stand parce qu'en fait, ils comptaient que ça soit. Je sais plus c'était quel stand, c'était Pika, je crois, derrière nous, un truc comme ça. Du coup, un gros stand. Ils comptaient que Pika leur paye une pub géante pour faire un mur derrière notre stand. Pika a refusé de payer parce que c'était beaucoup trop cher, malgré la venue de leur auteur. Je sais plus c'était quel auteur japonais qui était une grosse star. Bah, ils n'ont pas fait de mur, du coup on s'est retrouvé sans dos de stand et ils ont bricolé au dernier moment avec des palettes. Mais ça veut dire qu'en fait ils essayent de soutirer le maximum de sous, que ça soit des gros ou des petits éditeurs. C'est juste qu'en fait les éditeurs c'est un peu comme Japan Expo, où en fait tout le monde se fait enfler et c'est des événements un peu incontournables et on peut rien faire. Parce que au final, les premiers qui auraient dû réagir, c'est la région et le département, même le ministère de la Culture. Quand il y a eu un rapport de la Cour des comptes régionale qui dit que bah, les sous ils sont à moitié détournés par les sociétés privées qui ont été montées, enfin, ça aurait dû déjà être stoppé depuis 10 ans, quoi, ce genre de truc. Mais ça fonctionne, du coup, on ferme les yeux. oui, puis c'est le festival international de la BD, donc forcément, ils se disent aux Il n'est yeux pas si internationaux. international que ça. Ça c'est vraiment, Ouais, tu sais, je comprends. un peu de, comment dire,
de mise en avant Du marketing, ouais. chauvine. Ouais, mais parce qu'il n'est pas si international que ça. Alors oui, il y a plein de maisons d'édition qui viennent un peu du monde entier pour faire un peu le marché des droits. Donc c'est assez important, mais genre Japan Expo, on n'en entend pas parler, mais il y a aussi un mini marché des droits où il y a des maisons d'édition japonaises, etc. qui viennent. Le plus gros marché des droits au monde, c'est à Francfort. Et ça, vous en entendez pas parler parce que c'est beaucoup plus pro. Et là, je dirais en termes de marché, le marché des droits, il est vraiment rikiki à Angoulême. C'est un pavillon qui fait, je dirais, un quart si vous avez été au pavillon manga, il fait un quart, c'est tout du pavillon manga. C'est un couloir qui doit faire 400 mètres carrés, un truc comme ça. C'est vraiment tout petit, hein. C'est plus chauvin OK. de dire c'est international. Comme nous, par exemple, à Niort, on a le Festival international des clowns, quoi. Parce que tu vas avoir 3 Pékins qui viennent d'Argentine, qui ont été invités, et voilà, tu vois. C'est c'est un peu le même genre. C'est juste une appellation, quoi, ouais, après, c'est parce que peut-être qu'ils se revendiquent, internationaux parce que, forcément, quand on invite des Ah, parce que auteurs, ça a été un des c'est forcément international puisqu'ils sont japonais, Parce qu'ils que ça a sont, été ouais, c'est ça, parce que ça a été un des premiers. C'est, si vous savez pas, c'est, le fils, d'Édouard Leclerc, je crois, ou c'est Édouard Leclerc, je sais plus. Enfin, le fils de Leclerc qui avait tellement de thunes à mettre et qui aimait bien la BD, qui avait décidé dans ouais. ce patelin-là Oui, c'était de Leclerc, créer le normalement, ouais. festival. Et c'est à la base, c'est fait avec des millions comme ça, et après ça a été, plus, un festival public que cette petite appellation. Mais ouais, je pense le fait international, c'est parce qu'il y a on pourrait encore le considérer comme ça parce qu'il y a des très grosses expositions qui sont magnifiques et qui viennent d'auteurs internationaux, et qu'il y a un prix qui est relayé, un peu comme les Esner, mais le prix Esner est plus important, je trouve, que le prix du FIBD, quoi. Le prix du FIBD fait vendre. Malgré tout, il y a cette réalité-là, et ça, c'est partout en France et en Belgique. Les libraires reconnaissent que avoir la petite étiquette du FIBD sur une BD, ça décuple les ventes. Ouais, mais ça Je décuple pense. à notre échelle à nous. Du coup, c'est pas international. Esner, ça va décupler Ah sur oui, le oui, monde non, je suis entier. d'accord. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que la vignette FIBD sur le manga de Dementia 21 de Shintaro Kago, je suis pas convaincu que ça ait grandement influencé les ventes au Japon. Oui, et qu'est-ce que, pour le futur, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que, on va, toujours avoir un festival, de la BD à Angoulême, ou est-ce que ça va se mettre plutôt ailleurs? Je sais qu'il y a plein d'autres, bien sûr, salons, hein, de la BD et du manga, en France. Est-ce qu'il y a d'autres festivals qui vont prendre, un peu plus d'importance du coup? Est-ce que Angoulême va toujours être, réputé comme la ville de la BD et du manga en France? Compliqué de prédire l'avenir. Moi, je pense qu'Angoulême restera la ville de la BD parce que, enfin, sans vouloir offenser Angoulême, c'est une ville qui n'existe pas hors de la BD. Enfin, c'est la seule représentation, ne serait-ce qu'en France, d'Angoulême, c'est ce festival-là. C'est un désastre pas possible pour la ville et pour la région. Il y a des écoles qui sont là-bas. Il y a vraiment tout un commerce et tout un écosystème qui tourne autour de ça. Je, C'est pas que de je la BD, pense hein. que C'est aussi, t'as c'est de beaucoup l'art en l'animation. général. Oui, et l'animation, du coup, ouais. Mais même, enfin, la musique aussi, en soi, c'est assez puissant à Angoulême de rien. Mais disons que c'est la représentation principale. Et si je dis pas de bêtises, c'est une école qui a été créée quelques années après le festival, je crois 10 ans après. C'est une des plus vieilles écoles dans le domaine qui est à Angoulême, ou un truc comme ça. Je sais qu'il y a une ou deux écoles de manga parmi les premières en France, avec celle de Toulouse. Et sinon, ouais, il y a pas mal d'animations, de studios qui font des dessins animés, des graphismes pour les jeux vidéo et tout ça. Il y en a beaucoup qui se sont regroupés là-bas. Après, pour l'avenir, à part si je pense, s'ils le font en 2027, sinon après, ça sera mort. Il faut qu'ils se grouillent de monter un truc avec le musée de la BD, et que ça soit un truc vraiment fait absolument pas de manière privée, mais de manière publique, quoi. Avec le musée de la BD, la ville, la région. Parce que sinon, en gros festival de la BD, il y a Saint-Malo, hein, qui est aussi gros qu'Angoulême, hein. C'est juste, ils n'ont pas de prix aussi influent.
c'est tout. Je pense que même sur un truc très, très terre à terre, en dehors du privé, public, etc., je pense on arrive aussi dans une période où la culture est attaquée de toutes parts parce que c'est le truc le plus simple sur lequel faire des économies, notamment au niveau local et territorial. Ça se voit vraiment partout dans toutes les régions, etc. Et donc avoir des subventions, ça devient de plus en plus compliqué dans les domaines de la culture et de l'art. Et rien que pour ça, je pense qu'un des endroits, enfin, avoir de nouvelles subventions pour agrandir Saint-Malo ou pour même créer un autre festival ailleurs, ça va pas être évident. Là où je pense que pour Angoulême, j'espère que ça sera simple, mais au niveau local et territorial, ils ont tout intérêt à essayer de relancer au maximum le truc, quitte à ce qu'on dise dans 5 ans que ça a créé un trou énorme dans les budgets en Charente ou à Angoulême, quoi. Mais enfin, je pense que C'était juste pour des déjà, raisons très terre à terre. c'était déjà un budget énorme, hein. Là, quand Emma disait c'était 2 millions, c'était au début, hein. Maintenant, le budget, je crois que les derniers chiffres, c'était 6 ou 8 millions, un truc comme ça, dont Ouais, la j'allais dire moitié 5,6. Ouais. par la région. Tu fais. Et c'est une région qui est très axée encore culture, contrairement à d'autres qui ont fait des grosses coupes drastiques. Il n'y en a pas eu trop encore. Mais ça dépend s'ils se bougent le cul ou pas, parce que si en 2027 il n'y a rien, il y a potentiellement d'autres villes qui peuvent reprendre, hein. Marseille, ils subventionnent bien la Japan Expo Sud pour que ça soit en plein cœur de la ville. Ils pourraient très bien essayer de faire un autre truc. Et si l'événement se scinde en plusieurs endroits, comme les auteurs aimeraient bien, il n'y a plus d'événements en fait. L'intérêt d'Angoulême, c'est que tout se passe à un endroit. Si ça se passe dans plusieurs villes en même temps, je vois mal persister, quoi. Moi, Et je qu'il y ait vote des pour bulles. Marseille, hein, ça me va, hein. Non, 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 non. Bah, Non, il faut une vraie ville, en fait, c'est pour ça. Il faut une vraie ville qui représente, mais voilà. Aïe. Marseille, c'est vrai que c'est vraiment. Et du coup, enfin, je dis peut-être une connerie, je suis jamais allé à la Japan Expo à Marseille, et même à Paris, ça fait longtemps. Et il y a rien au niveau BD, c'est vraiment manga, Japanimation, produits Ouais, c'est dérivés. ça. Enfin, c'est. Mais la ville pousse derrière pour que ça soit accessible, etc. C'est en centre-ville. D'après mon frère, je crois qu'il y avait été une fois. Oui, oui, c'est en Euh, centre-ville, ouais. ouais, c'est en centre-ville. Les places sont pas très chères parce que la ville subventionne à mort. Ou c'était le Héros Festival, je sais plus, un des Non, deux. non, je te confirme, c'est en centre-ville et c'est assez simple de se garer pour le coup parce que ouais, ouais, il y a énormément d'espace. Pour le Et coup, c'est je trouve très ça quand même un familial. peu vide limite parce que bah, il y a beaucoup de stands qui servent à rien et nous, enfin, on serait très content à Marseille que ça soit amélioré. Moi, j'ai dû aller 3 4 fois à la Japan Expo de Marseille. Je pense que ça n'a rien à voir avec la Japan Expo de Paris et que justement ça manque un petit peu d'intérêt, mais que Marseille a envie d'investir là-dedans. Mais après, est-ce que la BD et le manga pourraient s'exporter là? J'en sais rien. Mais ouais, c'est vrai que ça serait En bien que fait, ça puisse continuer, quoi. il suffit, tu sais, d'un partenariat ou d'un truc comme ça pour que ça se développe d'un coup, en fait. C'est pour ça que si Angoulême ne gère pas bien, pas cette année parce que c'est foutu, mais l'année prochaine, ça peut partir très rapidement. Il suffit que tu sais que, genre, tu sais, t'as l'Italie qui est à côté, je crois que c'est le Ludo Festival ou un truc comme ça, ou Lucas, 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 qui est très très gros. Il suffirait juste que tu sais, t'as la ville, elle se rapproche avec les organisateurs, ils disent bon bah nous on veut la même chose, combien il vous faut et qu'ils allongent les thunes, ça se fait, hein. En fait, après, il y a un trou en fait parce qu'il n'y a plus le FIBD en 2027. Tu pourrais très bien avoir un autre. Il dit bon bah vas-y, on veut le reprendre, ça va nous coûter très cher, mais on sait que c'est un investissement sur le long terme. Ça peut très bien se faire, hein. Après, moi, il y a 3 choses là sur le sujet dont on a parlé. La première chose, pour moi, en fait, le truc, c'est que, bon, déjà, la lucha, pour moi, c'est très différent. Ça existe depuis plus longtemps, mais le problème avec la lucha, c'est qu'aujourd'hui, c'est très, 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 très argent. Quand on voit l'auteur de Hokuto no Ken qui est venu, tout ce qui s'est passé à propos des billets, c'est quand même assez fou. Pareil pour la Japan Expo, là, les billets à 1 000 euros, franchement, pour boire de l'eau, génial. Euh, la JE et le FIBD, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ça réunit pas le même style de personnes. Par exemple, le FIBD, c'est les lecteurs de BD et il y a un peu de manga, alors que la Japan Expo, c'est quasiment que du manga et un peu de jeux vidéo. Mais quasi, ça attire pas de lecteurs de BD, on va dire, principalement. Donc pour moi, c'est pas la même chose. Angoulême, le sujet en soi, c'est garder le fond parce qu'on sait, en plus, ça qui est fou, c'est qu'on sait que le FIBD, c'est rentable. Donc, si on gardait le fond de ce qui se passe, c'est-à-dire les expos, on a des auteurs, on a plusieurs trucs différents et s'ils investissent aussi dans une vraie salle au lieu d'avoir à chaque fois des tentes
longue et tout, bon, qui est quand même pas extraordinaire pour, ne serait-ce que les auteurs et les autrices qui ont moi j'en ai, il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient quand même assez froid, dans les tentes et trucs comme ça, parce qu'en plus c'est en hiver, hein, c'est pas en été comme la Japan Expo. Enfin voilà, mais ils ont quand même déjà le fond, ils ont déjà un fond de clientèle qui sera là de toute façon. Heu, donc pour moi, en fait, le but, c'est vraiment de réformer, on va dire, la forme plutôt que le fond, quoi. C'est-à-dire ceux qui organisent ça et on sait que ça marchera. Maintenant, la Japan Expo par rapport au FIBD, voilà, c'est pas non plus les mêmes activités. C'est pas, disons que le FIBD est quand même plus orienté lecture, alors que la Japan Expo, c'est plus orienté, bah, déjà pognon, on va pas se mentir. C'est quasiment, il y a que les 3 quarts, c'est des stands de figurines, des trucs comme ça. Enfin voilà, quoi. Ouais, c'est plus orienté, oui, chez AliExpress. Voilà, donc et puis on va enfin, moi j'adore la Japan Expo, j'y vais depuis 2008 comme je disais, donc voilà, je vais pas mais je sais que derrière, c'est là pour le pognon avant tout, alors que Comme ouais, je sais Angoulême. pas, l'ambiance au FIBD est quand même vachement différente, je trouve. Mais Donc voilà. l'ambiance sur FIBD, justement, c'est ça qui a été dénoncé, c'est que ça a longtemps joué sur l'image de c'est un festival de fans pour des fans, parce qu'à la base, il y avait quand même, enfin, c'était créé par au moins un fan avec quelqu'un qui connaissait dans une maison d'édition, un truc comme ça, mais ça l'était plus. Et c'est ça qui était, qui est justement qui a aussi fait dynamiter le truc, c'est laisser penser dans le marketing que c'est quelque chose qui est fait pour les fans, alors que ça faisait, ça qui disait 20 ans, mais c'est un petit peu moins, mais quasiment 20 ans, ouais, que c'était plus le cas. C'est plus Oui, mais pour les fans. justement, tu confonds le fond et la forme. Toi, tu parles des organisateurs et cetera. Moi, je te parle des gens qui y vont. Je te parle des gens qui des autoristes, je te parle des gens qui exposent, les éditeurs. Quand je parle avec eux, quand je parle avec les gens, où j'attendais la file d'attente, quand je parlais aux lecteurs, bah, moi, désolé, je vois pas ce dont tu parles, en fait. Je vois la pratique quand je suis là-bas et la pratique quand je suis là-bas, c'est que je peux plus parler, bah, des lectures que j'ai faites, de ma passion pour certains, autoristes et cetera. Tu vois? C'est ça dont je parle. Je te parle vraiment du fond, des gens qui y C'est vont, un des pas des festivals où il y a le plus d'auteurs. C'est du coup, c'est plus facile de rencontrer les auteurs, les dédicaces, et cetera. C'est un où on peut parler avec, les éditeurs ou les auteurs. Il y a le moins de libraires que dans d'autres festivals. Ou genre à la Japan Expo, comme tu disais, les 3 quarts des maisons d'édition, à part, je crois, bah, Kiyun, Kana, et après les petites maisons d'édition, c'est que des libraires en fait. C'est pas des personnes de la maison d'édition. Contrairement justement à Angoulême où mais il y a un virage qui a été obligé d'être pris aussi à Angoulême, c'est que je sais plus, il y a 10 ans, ils ont fait une étude sur savoir la moyenne d'âge des personnes et c'était, plus de 55 ans, je crois. C'était entre 50, 55 et 60 ans. Et ils disaient si on n'intègre pas le manga, d'où les grosses expos, le festival il est mort dans 10-15 ans, quoi. Ah bah oui, après c'est clair que, effectivement, enfin, c'est ce que je disais, voilà, le public est pas forcément le même à la Japan Expo qu'au festival de la BD, effectivement. Heu et a priori, de ce que j'entendais, quand même, le manga commence effectivement à prendre une place qui est beaucoup plus grande que, même ne serait-ce qu'il y a quelques années. Il y avait des autoristes, qui étaient là, Joy Polo, là, par rapport à ton commentaire. Il y avait des autoristes qui étaient là dans le centre commercial d'Angoulême. Il y a une librairie à l'intérieur et tu avais des auteurs, et des autrices, alors plus de romans et de BD. Il y avait pas liés au manga parce qu'eux, ils étaient tous dans le truc lié au manga, au manhwa et au manhwa. Mais, mais il y avait des autoristes quand même dans le centre commercial. Alors je sais pas s'il y a encore des choses à se dire, sur le festival, de la BD d'Angoulême? Ou est-ce on a bien couvert? Alors je pense qu'on n'aura jamais couvert tout le sujet, hein, il faudrait des heures et des heures. Voilà, c'est un débat sans fin, et je pense que tout le monde a son opinion, tout le monde a ses idées aussi pour améliorer les choses et pour faire un festival qui ressemble, à ses lecteurs et à son public et qui nous donne ce qu'on a envie d'avoir aussi. Mais voilà, malheureusement, on peut pas tout avoir. Je pense aussi, juste pour conclure sur ça, je pense aussi que tout festival, faut pas s'arrêter au festival de la BD. Je pense que tout festival qui est d'origine privée ou même parfois publique, ça dérive toujours au bout d'un moment parce qu'il y a de l'argent en jeu, quoi. Faut pas oublier ça non plus. C'est le nerf de la guerre, hein. C'est le nerf de la guerre et tout dépend des personnes qui sont derrière, hein, souvent. Là, on Mmh. parlait de Franck Bandou, mais on a aussi, Delphine Grouch, qui est Delphine Groux, qui est la directrice du festival, qui a pas l'air d'être quelqu'un d'hyper bien intentionné aussi, qui a l'air de tremper un petit peu dans les magouilles aussi avec C'est le normal, Franck c'est sa Bandou. fille. C'est pardon? C'est sa fille. C'est la fille de l'ancien directeur, mais c'est pas la fille de Franck Bandou.
Oui, de l'ancien directeur, Oui, de l'ancien directeur. ils ont Ouais. ouvert la boîte à eux deux, en fait. Mais ils avaient ouvert la boîte à eux deux, 9e La art boîte plus ou la boîte de com. D'accord. Si je dis pas de bêtises, ils se connaissaient avant 9e en plus. Ouais. Oui, donc il y avait quand même cette volonté de, je pense, faire de l'argent autour du festival, qui à la base quand même était un festival fait par des fans, et c'est dommage que ça en soit arrivé là. On est bien d'accord sur ça. Si je peux me permettre un dernier mot, Cam, pour rester sur une note un peu positive quand même sur cette histoire-là, ça montre quand même que les acteurs du milieu ont le pouvoir de décision encore, parce que ça reste quand même une initiative de certains éditeurs indépendants et aussi majoritairement des auteurs et des autrices de BD. Et du coup, c'est cool quand même de se rendre compte que les acteurs principaux de ce qu'on lit, de ce qu'on aime, notre passion, en fait, ils ont encore leur mot à dire, mais parfois on a l'impression que c'est pas toujours le cas, mais là ça a été le cas, et donc ça c'est quand même une bonne chose. Tout à fait d'accord avec toi, ouais. Tout à fait d'accord. Ouais. Et merci de finir sur cette note positive. En effet, c'est clair qu'on voit quand tout le monde se rassemble, que ce soit les éditeurs, les auteurs, les lecteurs, toute cette communauté, et qu'on fait front ensemble, on va dire, avec contre quelque chose qui nous plaît pas et qui est pas normal. Mais au final, c'est vrai qu'on arrive à nos fins, et ça c'est clairement un message positif qui est dans le thème du podcast d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on se dit que ce débat sur le FIBD était pas trop dans le thème, mais c'était important de l'aborder aussi. Voilà, je pense qu'on a quand même fait le tour de débat. Je me permets de le clore ici, et de partir sur ce mot de la fin. Merci à toutes et à tous pour ce podcast. C'était hyper intéressant d'avoir à la fois cette partie sur les lectures bienveillantes, et je pense que ça a donné des idées à pas mal de monde, mais aussi sur ce FIBD. Et c'était cool d'avoir toutes vos opinions, et aussi d'en apprendre beaucoup plus, que ce soit sur ces lectures ou sur le festival de la BD. On se retrouve, comme pour rappel, le 11 janvier pour accueillir Charlotte Bréa, qui est la directrice des éditions Le Tripode, et qui va nous parler de Gen d'Hiroshima, ou Gen aux pieds nus pour son nouveau titre. Je compte sur votre présence et votre engagement, puisque c'est quand même mieux quand on fait venir quelqu'un qui est du monde, pour l'accueillir aussi. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions directement, si vous en avez, pour les poser à Charlotte. Et puis voilà, on se retrouve très vite, puisque c'est dans un peu moins d'un mois. Donc en attendant, passez toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien des vacances, mangez bien. Et puis lisez bien des mangas, j'espère qu'il y en aura plein sous le sapin. On se retrouve très vite. Merci à toutes et tous. Merci, bonne fête à tous.